Voilà, bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez bien ce soir. On est parti pour 1 heure ensemble autour des constellations familiales et de la psychogénéalogie et également de l'approche systémique. Donc, je vais vous parler en 2, 3 petites phrases de qui je suis quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Virginie et mon tout premier travail, ça a été être assistante sociale dans l'aide à la jeunesse. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les institutions et c'est un travail de cœur et d'âme au départ que j'aime beaucoup. Et ce qui m'a donné envie de poursuivre un peu mes formations dans le domaine du développement personnel. Et aujourd'hui, je me suis consacrée à VIAPI pour plusieurs raisons, parce qu'au départ, dans tout ce qui est aide à la jeunesse, j'avais très difficile quelque part de pouvoir mêler justement tous les outils que j'avais appris en constellation familiale, en hypnose, en PNL, etc., avec mon travail d'assistante sociale. Donc, j'étais plus trop dans ma casquette et ma fonction d'assistante sociale, j'étais plus dans une casquette qui devenait thérapeutique et que je commençais à vraiment aimer, à apprécier de tout mon cœur et qui me donnait envie d'aller plus loin. Donc, il y a quelque temps, j'ai quitté définitivement l'institution pour m'installer et ça fait maintenant quelques années que je ne suis plus que formatrice et thérapeute, bien que j'adore mes collègues, que je retourne volontiers dans les centres où je suis allée et que ça reste toujours une passion pour moi. Mais aujourd'hui, mon gros projet, c'est de développer une ferme pédagogique pour les enfants gratuite et donc de co-créer quelque part, j'ai envie de dire, un monde où moi, je m'y retrouve un peu mieux en tout cas, où il y a du partage, de l'échange et où c'est plus juste en tout cas par rapport à qui je suis. Et donc, je mets en place ce projet de ferme pédagogique aujourd'hui pour les enfants et je suis très heureuse de le développer. On a aussi toute une équipe de formateurs. Donc, aujourd'hui, je forme aussi des gens à m'aider. Et en tout cas, on est vraiment dans cette éthique aussi par rapport à VIAPI de pouvoir faire diffuser les outils un peu à gauche, à droite et de pouvoir les faire voyager au sein de la Belgique dans un premier temps et pourquoi pas après à l'étranger. Donc, il y a une partie de l'équipe qui est présente aussi ce soir, des gens qui donnent des ateliers avec moi, qui sont là et j'en suis très heureuse. Et j'espère que ça va continuer en tout cas et que ça va pouvoir se propager, se diffuser et qu'on restera en tout cas dans l'amour de ce qu'on fait. Avant tout, ce qui nous guide, c'est la passion pour le développement personnel, la passion pour les gens, parce que profondément, j'aime l'humain. Et je pense que pour faire des constellations familiales, déjà, on va parler de cette notion d'amour et ce concept aussi qui est d'avoir une vision systémique, de plus grand que soi. Et finalement, tout ce qu'on va toucher au départ, ça va être en résonance avec l'humanité. Donc, je vais un peu vous expliquer ça. Et si je vous parle de mon projet avant, c'est bel et bien pour vous faire découvrir ce monde systémique et cette vision du plus grand que nous. Donc, je me permets de désactiver les micros simplement pour question de résonance. Voilà, et je salue ceux qui viennent d'arriver. Je fais un gros bisou. Et ça y est, on va commencer et on y est. Donc, la première étape, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le projet à la rencontre de ces racines, qui est l'atelier que je vais vous présenter ce soir. Donc, cet atelier, c'est une présentation par rapport à mon gros projet VIAPI, qui est un thème qui s'appelle Poussière d'étoiles. Donc, Poussière d'étoiles, c'est un des 14 thèmes VIAPI, c'est-à-dire que chaque thème, c'est un rassemblement de domaines. Et donc, ici, Poussière d'étoiles, les domaines que je vous propose, c'est l'analyse transactionnelle, les constellations familiales. On va aussi être avec les positions perceptuelles. Donc, je vous expliquerai la différence entre une constellation familiale et un positionnement perceptuel. Et évidemment, tout ce qui va toucher aux représentations euphoniques, qu'on appelle aussi constellation familiale, tout ce qui est psychogénéalogie, tout ce qui va toucher au domaine des ancêtres et à l'aspect transgénérationnel. On est aussi sur tout le domaine, évidemment, systémique. Donc, ça veut dire on vit dans un système et nous sommes nous-mêmes un système. Je vous ai remis mes coordonnées aussi pour que vous puissiez me contacter si vous avez des questions à l'issue, si vous avez envie aussi de pouvoir partager quelque chose. Et comme je vous le disais, tout l'argent de mes formations va pour ce projet et créer des réseaux sociaux et créer des partenariats. Donc, ce qui veut dire que quand j'aurai créé la ferme pédagogique, ceux qui font partie du projet VIAPI et qui se sont engagés avec moi, j'ai à cœur aussi de pouvoir les soutenir. Alors, je ne dis pas que je le ferai dans l'immédiat puisque mon projet est déjà en construction. Mais ça peut très bien, très très vite se passer. Et une fois que cette ferme sera créée, moi j'ai à cœur aussi de pouvoir développer d'autres projets ailleurs avec les gens et qu'on soit vraiment dans un monde où on puisse en tout cas s'entraider. Et je disais, c'est à un moment donné, la vie nous pousse et peut-être qu'elle nous pousse vers ça. On sera plus obligé de travailler avec de l'argent, mais plutôt avec du troc. Et j'aimerais tellement que ça se passe comme ça. Enfin voilà, moi c'est mes petites envies et mes idées pour le monde de demain. Alors, je vous ai remis quelques petites citations que je trouvais intéressante par rapport au thème de ce soir. Nous sommes déjà tous de futurs ancêtres, enfin, surtout ceux qui sont parents, forcément, ce qui veut dire que quand vous travaillez en constellation familiale, vous travaillez aussi déjà
pour pouvoir travailler sur les générations qui suivent. Donc, quand vous faites un travail de développement personnel, vous allez aussi être guidé et vous allez aussi pouvoir contribuer aux générations qui vont vous suivre. Donc ça, c'est intéressant parce que vous faites le travail pour vous, pour vos ancêtres, mais également pour les descendants que vous allez avoir ou que vous avez déjà. Change ton histoire et tu changeras ta vie. En réalité, les épreuves que nous vivons, que ce soit des épreuves blessures ou des épreuves finalement de rupture ou de deuil ou de maladie, finalement, si on regarde bien, ce n'est pas notre capacité qui est de finalement de se dire tiens, j'ai survécu à, ou je prends ça comme une expérience, ou encore c'est un mauvais malheur et je subis ça, qui va déterminer l'expérience. Mais c'est notre manière de la regarder, notre manière d'entendre cette expérience, notre manière d'en faire quelque chose. Et c'est la résilience qui va tout changer en réalité. Donc si on change la manière de voir notre histoire, on pourra changer sa vie. Le changement ne viendra jamais de l'extérieur, on ne pourra jamais changer personne, mais en se changeant nous, on va pouvoir avoir un impact sur les autres et du coup sur l'humanité. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. Alors ça, c'était une phrase de Jung et j'adhère beaucoup à cette phrase parce que parfois, peut-être certains d'entre vous se disent « je vis des cycles répétitifs, je vis des schémas répétitifs et qu'est-ce que c'est difficile ?» Et en réalité, j'aimerais tellement que ça change. Eh bien, quelque part, le jour où vous mettez ça en conscience et où vous vous dites « maintenant, ce cycle doit être terminé, ma blessure est guérie », le destin peut changer. Sinon, ça se replique et ça se duplique encore et ça continue et l'histoire se répète. Et quelque part, on se dit, bah, ça devient le destin à la fin. Et on ne prend pas conscience qu'en fait, on est en partie acteur de son destin. À nouveau, on n'est pas responsable de l'événement qui vient nous frapper, mais on est responsable de la manière dont on va y répondre. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, hein, donc ça, c'est dans notre corps que ça va se passer. Puisque quand on fait des constellations familiales ou tout type de thérapie, quelque part, corps, cœur, conscience et cosmos vont bien ensemble. Et donc, on a cette résonance avec l'esprit et le corps. Ce que je pense va devenir ce que je vais sentir, va devenir ce que je vais être à l'extérieur. Et ce que je dis pas ou ce que je peux pas exprimer, comment je peux pas parler de ma vérité, va revenir s'imprimer à l'intérieur de mon corps. Et en ça, parfois, ça peut poser des problèmes au niveau peut-être maladie ou autre. Nous sommes tous uniques dans un pluriel. Donc en fait, on a beau être des individus bien séparés et distincts par des corps de matière et de chair, en réalité, on est beaucoup plus que ça. Nous sommes des êtres créateurs venant de la source de toute vie. Et si on regarde bien, même au niveau arbre généalogique, il y en a bien deux qui ont fait ça pour tout le monde. Si on remonte tous les arbres généalogiques au travers de civilisations et des temps et des temps et des temps, si on remonte bien plus haut, alors on pourrait se dire, tiens, en réalité, mais quelque part, on est tous uniques dans un pluriel. Et si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours le même résultat. Moi, j'aime bien la métaphore de la mouche contre le carreau. En été, la fenêtre, elle est ouverte en oscillobattant et quelque part, la mouche, elle fait toujours la même histoire pour sortir. Et moi, je dis toujours aux gens, jusqu'où vous allez aller? Peut-être même comme cette mouche jusqu'à la mort en faisant la même chose. Alors qu'il y a peut-être simplement à passer au-dessus de l'oscillobattant pour changer quelque chose. Mais si on veut quelque part un changement, si on veut créer un changement, l'idéal, bah, c'est le changement. Sans changement, rien n'est possible. Et c'est vos actions qui vont mettre en place, quelque part, ces changements. Les Celtes, ils disaient ceci, nous, on a les runes comme outil de divination, donc ils tiraient les runes un peu comme un tirage de tarot, et les Nornes, 3 Nornes, donc 3 déesses celtes, finalement, qui tissaient les liens du destin comme ça, quelque part, ils interrogeaient ces runes et ils disaient, ben, les Nornes ont dit qu'on ne gagnerait pas la guerre, ou les Nornes ont dit que ça n'allait pas être très bon pour nous aujourd'hui. Et les Celtes disaient, nous, on a quelque chose de bien plus fort que ça, c'est le Medjin. Et le Medjin, c'est notre force de volonté à tout changer, à tout transmuter. Et donc, ils disaient, même si les dieux ont décidé pour nous que ça n'allait pas aller, par notre changement, par notre force de volonté, on va quand même pouvoir y arriver. Et en ça, je dis, waouh, bah, super. Et j'aime bien cette culture et finalement cette manière de penser. Une goutte creuse la pierre en tombant de multiples fois. Donc, parfois, c'est les répétitions qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on doit en sortir. Chacun de nous est à sa façon prisonnier de ce qu'on appelle des intrications systémiques. Des intrications, c'est des énergies qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on peut ressentir. Ça veut dire que quand, par exemple, vous allez faire vos courses dans un magasin, parfois vous vous sentez oppressé quand il y a trop de monde. Si vous allez dans certains lieux, vous vous sentez parfois aussi un peu pas trop bien. Ou au contraire, vous vous sentez très bien, très joyeux. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir par quelle énergie extérieure je suis intriquée. Ça veut dire un peu comme si je me faisais happer par une énergie. Et les Chinois vont même jusqu'à dire qu'on est intriqué par des émotions. Ben oui, quand on est en colère ou très très triste, en réalité, c'est un peu comme s'il y avait une part de nous qui était là.
certainement pas tous nous, mais qui se manifestaient et on se dit: «Tiens, OK, bah, qu'est-ce que je fais de cette part?» Et si on la considérait juste comme une part ayant une fonction, une émotion, c'est juste un besoin qui est exprimé au travers de cette émotion. Et c'est très intéressant de la voir et de la ressentir de cette manière en se disant: «Tiens, je suis juste prisonnier à cet instant d'une intrication d'une émotion» et juste de la voir comme une part de soi. Qui se met à l'unisson ne lutte pas. À un moment donné, je pense qu'on fait des bras de fer avec des choses totalement inutiles. C'est comme si on voulait gagner des guerres sur Terre en disant: «Allez, je serai le plus fort», où il y a des luttes de pouvoir. En réalité, simplement, si on est dans l'acceptation des choses qui sont difficiles pour nous et qu'on les laisse passer juste comme un nuage qui vient cacher notre soleil, tout est peut-être plus juste et va peut-être mieux aussi. C'est pas de se dire: «OK, là, il y a un nuage devant mon soleil, il brillera plus jamais». Le vent va souffler, le nuage va passer et vous allez revoir le soleil à nouveau. Donc peut-être que si on accueille juste le nuage juste comme un nuage, en lui donnant l'importance d'un nuage et en lui disant, «Ah, il a voilé mon ciel tout entier pour toute la vie», bah, c'est déjà plus facile à accepter. Ça va jusque-là? C'est OK? Yes? Alors, au niveau des constellations familiales, il y a eu d'abord un grand personnage qu'on appelle Bert Hellinger. Alors Bert Hellinger, vous voyez les constellations familiales, hein, ça a été fondé plus ou moins dans les années 90, donc c'est assez récent de les nommer comme ça. Vous allez voir qu'on leur donne, plusieurs noms, plusieurs fonctions. En tout cas, au niveau de Bert Hellinger, au départ, c'est un psychothérapeute allemand qui a vécu en grande partie sa vie auprès des peuplades d'Afrique. Et donc, il a pris aussi toute cette culture. En Afrique, on va aller dire, par exemple, c'est tout un village qu'il faut pour élever un enfant. On danse sur les tombes au niveau des décès. C'est pas comme nous, dans nos sociétés, où on pleure. Donc, il se dit, tiens, c'est intéressant comment ils perçoivent un peu, finalement, la théorie de ce qu'ils mettent en pratique. Et c'est très intéressant d'aller chercher un peu cette énergie-là. Donc, les constellations familiales, au départ, en tout cas, lui, il va s'inspirer de Jung. Et Jung parlait déjà d'inconscient collectif. Et Freud, lui, parlait d'âme collective. Donc, j'ai envie de dire, ben, on s'inspire aussi de grandes personnes et de grands noms qui ont forgé l'humanité. Et quelque part, eux, ils se disaient, comment ça va se passer aussi au niveau des thérapies brèves? Ben, c'est de se dire qu'on a deux cerveaux. Et ces deux cerveaux vont travailler ensemble. Le cerveau gauche, c'est plutôt le cerveau de l'analytique, celui qui va être dans le mental, celui qui va nous pousser à la réflexion. Et notre cerveau droit, c'est plutôt celui de la créativité, qui va mettre en lien les réseaux. Et les deux vont travailler ensemble, au profit de notre être unique. Et donc, quelque part, très vite, Jung et Freud se sont dit, mais il y a une âme collective, il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Comment ça se fait que, par exemple, quand vous pensez très fort à une personne, cette personne vous appelle? Comment ça se fait que, par exemple, quand vous êtes en train de penser à une situation, cette situation arrive à se produire? Vous allez me dire, bah, c'est peut-être un peu de prémonition, ou c'est peut-être votre inconscient collectif, qu'on va appeler neurones miroirs aussi, qui vont travailler. Les neurones miroirs, on les observe beaucoup chez les enfants de manière très intuitive. Il y a un enfant à la crèche qui va commencer à bouger d'une certaine façon en dansant. Très rapidement, un autre enfant va aussi bouger de la même manière. C'est comme s'il y avait des résonances et des miroirs. On commence à l'observer aussi très fort au niveau de la nature. Par exemple, au niveau des arbres, les sapins, s'il y a un sapin qui est malade, les autres le sont aussi. C'est comme s'il y avait des réseaux dans leurs racines qui leur permettaient de communiquer ensemble. Les champignons, ils ont du mycélium. Le mycélium, c'est leurs réseaux qui sont dans la Terre. Ben, les êtres humains, c'est exactement pareil. C'est comme si, quelque part, on était tous reliés par des petits fils et qu'on pouvait rentrer en résonance avec l'énergie de l'autre. Et quelque part, au niveau plutôt karmique, on va se dire, ben, les actions que je vais poser envers les autres êtres humains, en réalité, je me les pose à moi. Quand vous restez en colère contre un autre être humain, finalement, vous restez en colère contre une part de vous. Et donc, c'est très intéressant de penser l'autre comme étant une part de soi. Alors, parfois, on n'a pas envie, on dit, ou non, surtout pas lui, je ne veux pas être une part de lui, il ne peut pas être une part de moi. Et s'il rentre si fort en relation avec votre âme miroir comme ça, s'il rentre si fort en relation avec votre blessure, mais bien sûr qu'il y a une part de vous qui n'est pas encore résolue à l'intérieur de vous. Bien sûr que, quelque part, parfois, ce n'est pas confortable, mais ça fait grandir. Donc, généralement, moi, j'arrive à dire parfois aujourd'hui, merci. Merci aux personnes qui m'ont blessée parce qu'elles m'ont permis d'évoluer dans la vie. Donc, Bert Hellinger va mettre au point sa propre méthode d'approche aussi de ces phénomènes-là et il va faire confiance au chant qu'il fait. On va beaucoup parler de chant en constellation familiale, le champ étant notre espace de travail. Et donc, ce champ d'espace de travail, par exemple une pièce de travail, un jardin, là où on va travailler, on va y mettre 4 piliers pour bien s'entourer de belles énergies au niveau d'une constellation familiale. Pour moi, c'est très important. On va d'abord y mettre le pilier de Gaïa. Le pilier de Gaïa, c'est les femmes,
c'est la terre, la mer, l'énergie qui nourrit, l'énergie bienfaisante qui enveloppe un peu de douceur, hein, l'énergie notamment féminine. On va y mettre le pilier du soleil, qui est le pilier du masculin, le pilier des hommes, et le pilier de l'autorité. Alors, être autoritaire, c'est pas ce qu'on croit. Être autoritaire, c'est devenir auteur de sa vie, d'accord? Puis, on va mettre le pilier de tous les ancêtres qui vont nous apporter leur lumière et leur éclairage. Et puis, on mettra aussi le pilier du karma individuel de la personne qui est constellée. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que son karma individuel, c'est son Meijin, c'est sa force de volonté, de tout changer, de tout transmuter, et de pouvoir, aujourd'hui, ici, maintenant, tout guérir, de par sa constellation à elle. On va pouvoir travailler sur les ancêtres, les descendants, une situation, une maladie, tout ce que vous souhaitez, en réalité, peut être constellé, et c'est donc un peu la magie qui va s'opérer dans ce champ. Et ce champ, en réalité, du plus petit au plus grand, c'est le tout. Ce qui veut dire que ce que vous allez travailler dans votre espace de travail, généralement, va se reproduire à l'extérieur dans la vraie vie. Donc, il y a automatiquement des choses qui vont bouger après votre constellation familiale, c'est sûr. De ce qu'on a travaillé dans ce champ au travers de ces 4 piliers, ça va se répercuter sur l'humanité. Mais pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous allez changer des choses à l'intérieur de vous dans vos programmes. Et ce que vous allez changer à l'intérieur de vous va être en résonance avec l'autre. Par exemple, il y a une dame qui m'a dit que ça n'allait pas du tout avec ses parents et c'était vraiment la catastrophe. Après la constellation familiale, elle a réussi à remettre de l'amour par rapport à la situation. Elle a réussi surtout à remettre de l'amour à l'intérieur d'elle en allant chercher sa propre lumière. Et elle m'a dit, c'est curieux comme mes parents commencent à changer. Comment ça commence à devenir plus confortable. Mais bien sûr, parce qu'en ayant remis de la lumière à l'intérieur d'elle, elle ne va plus aborder ses parents de la même manière. Elle ne va plus aller les rencontrer de la même manière. Donc, c'est vraiment plus confortable pour elle. Et au travers de ça, elle a l'impression que c'est ses parents qui changent. Mais c'est bien de son changement personnel qu'il s'agit. Donc, Bert Hellinger a mis en place 3 grandes règles au niveau des familles. Il a beaucoup travaillé sur les constellations familiales. On peut consteller autre chose. Il peut y avoir des constellations maladies. Je fais beaucoup ça avec le décodage biologique, on va consteller des maladies. On peut consteller des déménagements, on peut consteller des situations de problèmes. Donc, en réalité, tout peut être constellé. Mais Bert Hellinger a vraiment basé son travail sur les constellations familiales. Il a dit un premier principe, c'est l'appartenance. Personne ne peut ne pas appartenir à un système. Vous êtes bien issu, même si vous ne le voulez pas, même si c'est une famille que vous rejetez, ou même si vous avez été abandonné, vous avez bien eu une petite graine, un petit ovule qui ont fait le travail de vous mettre au monde. Et donc, quelque part, on ne peut pas ne pas appartenir à une famille. On appartient toujours à un système, même un enfant qui est caché. Donc, quand on met en place une constellation familiale, tout le monde est important, y compris les fausses couches, y compris les IVG. Tout le monde a une place particulière. Et c'est d'ailleurs là que parfois il y a un problème de place. Imaginons, vous êtes le premier d'une famille. Donc ça veut dire qu'en tant que premier, il y a une énergie. C'est l'énergie généralement où on prend soin de ses parents. Le deuxième, ça va être un peu celui qui va notamment être le chevalier. Il va partir, il va revenir. Et le troisième, c'est un peu le foufou de la bande. Mais imaginez que vous n'avez pas l'énergie d'un premier si vous êtes le premier. Vous dites peut-être, moi je suis chevalier. Moi par exemple, je suis issue d'une famille de 1, je suis fille unique. Mes parents n'ont fait qu'un prototype, heureusement. Mais j'ai l'énergie d'un chevalier. Je pars et je reviens de la maison. Je n'ai pas l'énergie d'un premier, d'un dévoué. Je ne suis pas vraiment comme ça dans mon fort intérieur. Oui, bien sûr, je vais aider ma maman si elle a besoin, etc. Mais je n'ai pas l'âme d'un dévoué. Mais pas la photo. Un dévoué, c'est par exemple quelqu'un qui va être très en lien avec ses parents, qui va vouloir en prendre soin jusqu'au bout, etc. Et donc, Ouais, l'appartenance est ça. importante. Pourquoi? Parce que j'ai un jumeau perdu, moi, dans Ouais, mon ouais. âme. Je ne sais pas, j'entends des interférences. Est-ce que c'est possible de couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, quelque part, c'est intéressant de se dire, tiens, j'ai pas l'énergie d'un premier. Si vous n'avez pas l'énergie d'un premier, mais c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui a appartenu au système avant vous. D'accord? Donc, ça va être intéressant de se dire, voilà, j'ai cette énergie de deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma généalogie? Mais il y a toujours bien une énergie qui a appartenu au système avant moi. Et vous allez le ressentir, cette énergie d'appartenance. J'appartiens toujours à un système. Et donc, l'appartenance, elle est très importante. Elle fait d'ailleurs partie de la pyramide de Maslow. On a tous un besoin d'appartenance. Ensuite, l'ordre est important. Alors, l'ordre, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire qu'on a les grands-parents, par exemple, on a les parents et on a les enfants. Alors, dans quelques familles, comment ça va se passer? Bien, j'entends toujours des interférences. Je suis désolée, hein, mais si vous savez couper vos micros, ça m'aiderait. Merci beaucoup de couper vos micros. Merci. Le principe de l'ordre est important. Pourquoi? Parce que parfois, dans certaines familles,
peut-être c'est votre vécu aussi, on est parentifié. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'enfant qui devient le parent et pas l'inverse. Par exemple, dans les cas où maman ou papa sont malades ou ne vont pas bien ou ont des difficultés à gérer, ou une maman qui est décédée, ou voilà, peu importe hein, les situations, eh bien, à ce moment-là, on est sur une énergie où l'enfant est parentifié, ça veut dire qu'il va prendre la place du parent. Et on le voit très fort en constellation de comment on positionne les gens, puisque les constellations familiales, on vient à positionner les gens dans l'espace, dans ce champ. Et donc, quelque part, ça va être une question de positionnement. Et donc, dans ces positionnements, on va être en lien avec l'ordre. On va toujours devoir observer est-ce que l'ordre est bien respecté. Et souvent, moi, je travaille en individuel avec les gens, avec des cartes. Et il y en a beaucoup qui vont placer les cartes quelque part de leurs enfants au-dessus d'eux. Et donc, ça, c'est intéressant de se dire, tiens, ils placent les cartes au-dessus. Et quelque part, quelle est la place de l'enfant? Et généralement, est-ce qu'on peut couper les micros? Merci. Merci de couper vos micros. C'est compliqué sinon pour moi. Merci beaucoup. Donc, l'ordre est essentiel dans les familles. Et donc, la première règle d'une constellation, c'est l'appartenance. Donc, ça va travailler sur ça. Ça va travailler sur l'ordre. Et donc, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en lien avec ça. Donc, l'idée, c'est d'abord de replacer un ordre logique dans la constellation. Parce que chacun sa place. Un enfant, c'est un enfant. Un parent, c'est un parent. Et peut-être que si vous avez été parentifié, vous avez tendance à prendre la place de votre mère ou de faire à sa place aussi. Vous êtes l'enfant de vos parents. Et vos enfants, c'est vos enfants. En aucun cas, l'ordre ne doit être quelque part brimé. Et parfois, il y a même des familles incestueuses au sein desquelles on a eu des abus. Et à ce moment-là, l'ordre n'a pas été respecté, la place n'a pas été respectée. Et en ça, c'est super important de la remettre. Donc, en constellation, on va viser à remettre cet ordre. Il y a aussi un principe où on a un principe d'équilibre. Et souvent, dans une famille, il y en a qui donnent plus que ce qu'ils reçoivent. Et puis, dans la vraie vie, ça va aussi se traduire un peu comme ça, où on va être avec des gens qui vont être dans cette énergie du don permanent, sans rien recevoir. Donc, l'idéal, c'est d'être dans un système familial où vous pouvez donner et où vous pouvez recevoir des choses. La famille vous a à apprendre quelque chose, mais vous avez aussi quelque part votre rôle à jouer. Et dans la vraie vie, vous aurez tendance à beaucoup plus donner si vous êtes toujours en attente de recevoir quelque chose. Souvent, en fait, ça va faire écho à ce qu'on va appeler notre projet sens. Le projet sens, c'est création immatérielle d'un enfant. Maman et papa veulent un enfant, ils vont créer matériellement cet enfant. Ah, cet enfant va correspondre au projet sens qu'on va lui donner. Et or, après, c'est vous qui venez. Peut-être que dans votre projet sens, ben, c'était on attend un petit garçon, c'est une petite fille qui vient. Peut-être dans votre projet sens, on n'attendait pas d'enfant. Et c'est un enfant qui est bien. Peut-être dans votre projet sens, c'était « Ah, génial, on va avoir un petit garçon, comme ça il fera du foot comme papa. » Ou on va attendre une petite fille, ou l'enfant va reprendre la société des parents, etc., etc. On a tous un projet sens pour nos enfants, ne fût-ce qu'il soit en bonne santé et qu'il aille bien, qu'il passe ses nuits. Or, ce n'est pas toujours ça qui arrive. Et donc, en tant que parent, on va toujours être un peu déçu, et je dis bien de l'objet enfant. Tout comme l'enfant va être déçu de l'objet parent qu'il idéalise, c'est-à-dire un parent qui va m'aimer, un parent qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Et comment est-ce qu'on peut passer de l'objet au sujet? C'est en apprenant cette règle du donner et du recevoir. Et de se dire, à un moment donné, j'arrête de vouloir correspondre au bon objet de mes parents. Sinon, je vais toujours être avec des acteurs qui vont me faire rejouer des scènes. Je suis toujours en train d'être rechercher une énergie qui va me faire rejouer une scène. Parce que j'ai toujours pas compris ni guéri de ça. Ok, donc ça, c'est vraiment les trois grandes règles de Bert Hellinger. Et il disait aussi, quelque part, que tout ce qui est en lien avec l'amour va être plus grand et plus fort. La seule vraie guérison, c'est le pardon. Alors, pardon, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire j'accepte totalement ce que tu m'as fait et merci. Pardonner, c'est rendre les parts à qui ça appartient. Pardonner, c'est rendre les parts. Et dans rendre les parts, il y a une question de pacification. Moi, je dis un beau terme, c'est la pacification. Je pacifie dans mon cœur avec l'événement qui est là. Et donc là, je passe de l'objet au sujet, je reprends mon pouvoir. Toutes les thérapies vont viser à récupérer votre pouvoir intérieur sur Terre. Lorsque la famille est en ordre, toutes les relations sociales vont l'être aussi. Si à un moment donné, vous cherchez toujours l'approbation de votre père et l'approbation de l'autorité, vous allez peut-être tomber sur un patron qui va être dégueulasse avec vous, comme le père l'a été. Qu'est-ce qui se passe dans mon histoire? Qu'est-ce qui se résonne avec ce patron? La vie entière est une constellation familiale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie d'aujourd'hui qui est en résonance avec mon histoire du passé?
Et ça, c'est une bonne interrogation à se faire. C'est de se dire, tiens, ce que je vis aujourd'hui, là, maintenant, en quoi ça résonne avec mes blessures passées de ma petite enfance? Papa criait tout le temps, j'ai un patron qui crie. Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que j'ai pas encore guéri à l'intérieur de moi? Et là, on passe de l'objet au sujet. Et devenir sujet, c'est le but d'une constellation, mais c'est le but aussi d'une thérapie en général. OK pour ça? Donc, Berthellinger. Ensuite, on a Sheldrake. Et Sheldrake, il vient nous parler de la théorie des champs morphogénétiques, la théorie des champs morphiques. Et c'est ces fameuses idées de champs, où vous voyez un peu sur l'image, bon, elle est un peu sombre, hein, cette image, mais je la mets bien dans l'idée que chaque individu est un peu relié. Et en New Paradigm, on parlera de monades. Après, vous avez aussi la théorie des familles d'âmes. Voilà, peu importe comment vous l'appelez, hein. Ces champs morphiques, ça signifie que l'individu est naturellement branché à un autre et que c'est comme ça qu'il va pouvoir entrer en relation. Et par exemple, lors d'une constellation familiale, donc on peut en faire de manière individuelle avec un constellateur qui va prendre les énergies de l'un ou de l'autre. Quand j'y prends les énergies, ça ne veut pas dire que c'est dangereux et que vous allez vous choper quelque chose. Loin de là, on n'est pas là-dedans. Vous allez simplement servir de canal à la guérison de l'autre. Donc, les constellations familiales, tout se passe bien. C'est simplement de se dire, tiens, si tu viens me chercher, je joue un rôle, je représente un rôle, par exemple, je te choisis pour jouer maman, et dans ce choix de maman, toi, tu vas ressentir des choses à l'intérieur de toi qui ne te concernent pas. Mais forcément, ça vient rentrer en écho et en résonance avec ton histoire. On ne va pas choisir un représentant par hasard. Et ce représentant va vivre des émotions, va vivre des choses à l'intérieur de lui qui vont faire écho à sa propre histoire. Ça, c'est les champs morphogénétiques. Ça veut dire qu'au-dessus de tout, on est tous interconnectés, tous reliés. Quand on fait des constellations de groupe, c'est juste merveilleux de dire à quel point, quand l'autre guérit, celui qui est constellé guérit, moi je guéris aussi. Parce que merci de m'avoir choisi pour être représentant pour ta constellation, ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis de comprendre des choses dans mon histoire. Et en étant canal de ce qui se passe et de ce qui s'opère, je vais automatiquement me créer une guérison. Ça, c'est la théorie des champs. Et donc, la constellation familiale de groupe, les représentants vont s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, vont s'exprimer sur des ressentis. On laissera juste le mental de côté, on va simplement faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur. Il y a parfois des constellations familiales où on ne parle pas. C'est peut-être bien les meilleures. C'est là où on se regarde, c'est là où on va chercher les énergies, c'est là où on pleure juste par un regard, sans même comprendre un peu ce qui se passe. Mais ça vient faire écho quelque part à ce qui est de notre histoire. On est tous connectés avec les champs morphiques. Et ils vont s'exprimer par des sensations, par des émotions, par des flashs visuels. Et on peut témoigner aussi de situations importantes du système et de ce que vit la personne qui est constellée. Outre son système d'origine et sa famille actuelle, d'autres systèmes peuvent être constellés, comme par exemple le milieu professionnel, la maladie, comme je le disais, un problème ou quelque part une solution inconnue. On peut même consteller quelque chose qu'on ne comprend pas. Je vais mettre une carte pour quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est le rôle, justement, du constellateur de pouvoir aller vous aider à découvrir ça. Donc, c'est vraiment un monde magique et formidable qui nous met tous en relation les uns avec les autres. Et moi, j'ai toujours, mais merci beaucoup, parce que quand tu guéris l'humanité. Tu guéris toi, tu guéris moi, tu guéris les constellations, tu guéris les gens qui sont là et tu guéris l'humanité. Et ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire et faire aussi à l'ensemble de l'humanité en faisant une constellation familiale. Pourquoi? Parce que vous allez ressortir de là avec une vibration particulière. Cette vibration, elle va se diffuser à votre entourage. Si ça va mieux à l'intérieur de vous et que vous avez pacifié sur des événements, forcément, votre entourage va le ressentir. Tiens, tu as changé. Oui, merci, tu le vois. Oui. Comment tu as fait? Ah ben, c'est génial, en fait. Là, j'ai pacifié dans mon cœur. OK, tu émets une autre vibration. Et en émettant une autre vibration, tu fais passer celle-là aux autres. Et les autres, eux-mêmes, vont pouvoir la ressentir et vont pouvoir eux-mêmes la propager. Et ainsi, on peut la propager à l'humanité et à la Terre. Donc, c'est magnifique, en réalité, ce système de constellation. Alors, on a la conception d'Idriss Lahore. Idriss Lahore, c'est aussi un grand constellateur. Et un des élèves d'Idriss Lahore, c'est Nicolas Bosniak, qui est génial aussi en constellation. Et donc, la conception de la spiritualité va tout doucement entrer en relation avec les constellations familiales. Et lui, il a pris ses sources du Tao. Donc, autant Berthellinger, c'était du côté africain, autant ici, il est allé créer l'école de Samadeva. Et l'école de Samadeva est axée sur les derviches turners, sur les énergies des taoïstes, etc. Et donc, lui, il s'est inspiré de la spiritualité. Alors, moi, je dis toujours, spirituel égale rituel. Ça veut dire que votre changement, il va peut-être se créer à l'instant où vous l'avez décidé, c'est un état d'esprit, mais c'est surtout des nouveaux programmes.
Et quelque part, au niveau des nouveaux programmes que vous allez pouvoir mettre en place, ces nouveaux programmes vont pouvoir être diffusés, vont pouvoir être propagés. Et quelque part, un nouveau programme, c'est comme dans un ordinateur. Imaginez, vous avez encodé un programme qui est, moi, finalement, dans ma famille et dans mon histoire de vie, ben, on a besoin de travailler très, 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 très dur, très fort pour avoir un petit quelque chose. Et c'est comme ça, dans notre famille, on est obligé. Et j'ai encodé ce programme. À partir du moment où vous changez le programme, à partir du moment où vous le ritualisez, à partir du moment où vous avez accès à cette abondance et qu'elle devient une nouvelle version de vous-même, quelque part, vous pouvez aussi la propager, vous pouvez aussi la faire visiter aux autres. Et donc, quelque part, ça se crée à l'intérieur de vous une nouvelle énergie. Donc, la spiritualité, avant tout, c'est de la ritualisation, spirituelle, rituelle. Ce changement, vous allez devoir l'intégrer comme un nouveau programme, comme apprendre à utiliser un nouvel ordinateur, comme apprendre à intégrer ça à l'intérieur de chacune des cellules de votre corps. Une fois que le programme est descendu, après, il faut l'expérimenter. Oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, cette nouvelle abondance qui m'est finalement due? C'est légitime d'être dans l'abondance, c'est génial. Qu'est-ce que je vais faire à partir du moment où je ne travaille plus tous les jours comme un dingue? Qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle réalité? C'est juste super. Donc à partir de là, on va créer une nouvelle spiritualité. Donc on va créer un souffle, on va créer un mouvement. Et dans chaque chose qui bouge, il y a une idée de flux, il y a une idée de mouvement, une idée de continuer quelque chose. Donc à ça, les constellations familiales sont une méthode pour nous aider à trouver une solution, une meilleure solution à une souffrance, à un trouble, et à mettre en mouvement quelque chose. On va bouger le système pour comprendre quelque part. D'abord, il y a une phase d'observation du système. On va regarder un peu comment il se positionne, comment chacun réagit, quelles sont les énergies. La deuxième phase, c'est bouger. C'est faire en sorte que quelque part, quelque chose d'autre change. C'est en créant du changement et du mouvement qu'on va pouvoir créer ce changement dont je parle. Alors, le travail effectué en groupe ou parfois en individuel, sous la conduite d'un constellateur, d'un médiateur, permet de mettre en évidence les dynamiques cachées dans le système humain. Ça veut dire que vous pourrez aussi, par exemple, détecter des secrets de famille qui jusque-là étaient cachés, mais il y a quelque part l'énergie des gens, l'énergie des constellateurs, l'énergie des représentants, de la personne constellée. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre en lumière ce secret? Est-ce que ce secret, on va pouvoir le faire vivre? OK, on va lui donner une représentation et à partir de là, on va pouvoir commencer à mieux comprendre ce qui s'opère. Et donc, la personne va pouvoir aussi faire des découvertes sur elle-même, des découvertes sur son système. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est une grande réserve. C'est comme une grande bibliothèque qui fait tout, où tout est imprimé. Depuis la nuit des temps, on a ce qu'on appelle la bibliothèque akashique à l'intérieur de soi. On n'en a juste pas conscience et on l'a oublié qu'on avait tout ça. Puis, mettre en ordre tous les livres, c'est très compliqué. Mais on a tout à l'intérieur de nous. Quand on fait de l'hypnose ou quand on fait des constellations familiales ou une technique qui va aller à la rencontre de l'inconscient, mais on se rend compte en réalité que le secret de famille dont on vient vous parler en constellation familiale, par exemple, qui va être révélé, en réalité, vous le saviez déjà. C'est juste une mise en lumière de quelque chose que votre inconscient avait mis dans un tiroir parce que peut-être jusque-là, c'était difficile et c'était peut-être inacceptable de le mettre à la conscience. Donc moi, je dis toujours aux gens, et je mets toujours cette balise-là, ne remonte à la conscience que ce qui peut l'être aujourd'hui et que ce que le conscient peut tolérer pour l'individu et lui faire du bien aujourd'hui dans sa guérison. Inutile de leur faire monter des choses qui pourraient le polluer. On va faire remonter en conscience ce que l'individu peut gérer. Donc vous pourrez faire une constellation aujourd'hui et tomber sur quelque chose, et puis un an plus tard en refaire une et tomber sur d'autres choses, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'à ce moment-là, vous êtes prêt. Et à ce moment-là, vous avez la capacité pour le gérer. Votre inconscient, c'est votre meilleur ami. Il est là parce qu'il vous veut du bien. Il vous veut du bien dans la gestion des choses. Il vous veut du bien dans ce qui va te remonter à votre conscience. OK? Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est Idriss Lahore qui a commencé à parler du concept d'intrication. Et lui, il a commencé à dire les énergies, c'est comme des esprits. L'esprit de la colère, l'esprit de la maladie, l'esprit d'une situation difficile, l'esprit d'une blessure. Et donc, c'est très intéressant de se désidentifier des choses. Je ne suis pas ma maladie, la maladie, c'est une part de moi. Je ne suis pas nulle. Nulle, c'est une part de moi que quelqu'un, à un moment donné, m'a fait croire que j'étais. D'accord? Donc, on va parler d'esprit. Un esprit, c'est une énergie. Et, par exemple, vos organes, c'est des entités viscérales, ils ont une énergie. La médecine chinoise nous a bien montré qu'aujourd'hui, un organe, c'est bien au-delà de ce qu'on lui prête. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Un organe, c'est un esprit de quelque chose. Et en réalité, c'est des vibrations.
Et moi, je dis toujours aux gens, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est vibratoire. On va rencontrer, non pas une énergie finalement de qui on est à l'extérieur de nous, on va rencontrer une énergie de vibration, ces esprits. Par exemple, si j'étais très blessée par de l'injustice, il y a l'esprit injustice qui vit en moi. Et je vais devoir rencontrer une autre personne pour me le montrer. Donc forcément, je vais rencontrer des gens qui ne vont pas être justes. Et c'est très différent de dire, purée, ils ne sont pas justes avec moi, et de faire un bras de fer avec la vie en disant, c'est pas juste, et pourquoi ça m'arrive? Plutôt que finalement le conscientiser, apprendre à réfléchir à ce qui se passe, prendre du recul, et se dire, ok, là je rencontre quelque part l'esprit de l'injustice, en quoi l'esprit de l'injustice, à l'intérieur de moi, vibre toujours. Et si on part de ce postulat-là, on arrive à guérir beaucoup plus rapidement, puisqu'on s'adresse aux bonnes vibrations. Et le jour où c'est parfaitement guéri, on arrive à prendre du recul et on arrive à rentrer en résonance, non pas avec notre être en se disant « je ne suis plus qu'une boule d'injustice », je prends en considération ça et l'injustice vient me parler et vient me révéler une énergie particulière. Donc la notion d'intrication, c'est qu'est-ce qui fait que je me laisse intriquer, que je me laisse encore avoir par un esprit d'une émotion, d'une colère, d'une tristesse, d'une blessure, injustice, rejet, etc. Qu'est-ce qui fait que je rentre encore en intrication avec cette vibration-là? Donc, quelque part, la bonne question à se poser, c'est « Ok, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que je vivre toujours de ça que pour le rencontrer à l'extérieur ?» Calloway disait « Les jeux extérieurs ne sont autres que des jeux intérieurs. » Ok, ça va pour cette notion-là. Après, tout est yin et yang. Ça veut dire qu'en réalité, au point de départ, de l'origine de la vie, on est le tout. On est infini. Et ensuite, là où ça commence à poser problème, c'est la chute dans la matière. Cette chute dans la matière nous parle de division, nous parle de yin-yang. On va tomber dans une enveloppe mâle ou une enveloppe femelle. Et en réalité, en s'incarnant, en étant dans cette enveloppe, on a l'impression, on a l'illusion de s'être séparé de la source de toute vie, de passer de l'infini au défini, au deux fini. Et on a le sentiment qu'on va devoir aller chercher son complémentaire quelque part pour pouvoir être réunifié. Or, à l'origine, on a les deux énergies à l'intérieur de nous et on est le tout. Et donc, c'est important de ne pas considérer yin et yang, mais de s'appeler yin-yang. Et se dire, le jour où je comprends que je ne suis pas une entité séparée de la source de toute vie, mais que je suis unique dans un pluriel et qu'en réalité, je suis le tout et que je suis un être créateur, à ce moment-là, je suis beaucoup plus libérée aussi. Je n'ai plus besoin d'un autre pour exister, être complet. Je suis complet et l'autre est la cerise sur le gâteau, pas tout le gâteau. À partir du moment où vous prenez conscience de ce beau geste d'un namasté, c'est que je réunis mon masculin et mon féminin finalement à l'intérieur de moi, à partir du moment où vous prenez contact avec ça, où vous vous dites, ben, je suis le tout, je suis rassemblé, quelque part tout va mieux et tout est plus juste, j'ai plus besoin d'un autre, j'ai besoin juste de moi et l'autre est juste la cerise. D'accord? Donc en réalité, ça vient parler de ça aussi un petit peu. Hein. L'esprit d'un être humain n'arrive pas vierge dans un corps. On a tous 3 étages de mémoire. Karmique, les vies passées, transgénérationnelles, nos ancêtres, et nos blessures d'âme de cette vie. La vie intra-utérine, ma naissance, mes blessures d'âme qui vont se développer au fur et à mesure du temps. Et les blessures d'âme que je rencontre aujourd'hui ne sont autres que des intrications du passé. À quoi ça correspond? Peut-être à une vie antérieure, peut-être à un ancêtre, peut-être à une blessure d'âme de cette vie, mais ça vient toujours faire écho à une racine. Le but des constellations familiales, c'est de revenir à l'origine et revenir à la racine profonde des choses, de qu'est-ce qui a engendré ça aujourd'hui. Ça, c'est important, on va remonter à l'origine, on va remonter à la racine profonde des choses. Ok? Et aujourd'hui, on le voit et on l'observe bien avec des termes plus scientifiques et un peu moins spirituels, comme l'épigénétique. L'épigénétique, c'est au travers des gènes. En réalité, les gènes vont constituer juste 2% de notre réalité. Quand on dit « j'ai un terrain génétique », ce n'est pas un terrain génétique qu'on a, c'est un terrain de mémoire. Les mémoires, c'est 98%, les terrains, c'est 2%. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, vous voyez dans votre arbre généalogique cancer, 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 cancer. En réalité, ce qui se passe, c'est simple. C'est de se dire, ben, quelle est la racine et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cet ancêtre a vécu ça et pourquoi moi, je suis en résonance avec cette mémoire. Dans mon histoire, je suis venue réparer quelque chose. Bert Hellinger a dit un jour, il y aura peut-être une âme qui va venir réparer tout l'arbre et il se peut que ce soit toi si tu es là ce soir.
Donc, quelque part, c'est qu'est-ce qui fait dans mon histoire que je rentre en relation avec cette mémoire? Le jour où cette mémoire est guérie, la vibration n'a plus besoin de descendre dans les générations pour guérir. Le jour où la racine est guérie, il n'y a plus besoin. Alors, vous allez me dire, mais mon ancêtre, ben, ça fait bien longtemps qu'il est décédé, je ne l'ai pas connu. Comment c'est possible? Mais c'est possible parce que la vibration et l'esprit de ce cancer, par exemple, vivent toujours en vous, si c'est transgénérationnel. Donc, c'est possible d'aller le guérir puisque cette vibration est toujours à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que cette vibration, cet esprit a descendu les couches de mémoire pour venir vibrer là. Donc, c'est vachement intéressant de le voir comme ça. Et l'épigénétique, c'est quoi? C'est au travers des gènes. Ça veut dire que on a observé ça et on l'observe d'ailleurs bien actuellement. Les éléphants viennent au monde sans défense. Pourquoi? Parce que les générations antérieures, ils se sont dit, oulala, les braconniers vont venir, ils vont nous flinguer, ils vont retirer nos défenses. Ben, les petits du bas, on va surtout faire en sorte qu'ils soient protégés. Le cerveau, il est très binaire, hein. Il va penser juste biologie, survie. D'accord? La maladie étant aussi un mécanisme de survie du corps. Ah oui, c'est un système de réparation. Très différent de le voir comme ça, hein. Et se dire, OK, les générations précédentes, elles ont dû faire de la masse, un cancer c'est ça, pour se protéger. Elles ont besoin de protéger quelque chose. Quand on arrive à détecter qu'est-ce qu'elles ont besoin de protéger, ah ben, tout va mieux dans les générations du bas. Par exemple, on observe aussi des grands-parents qui ont fait la guerre et des petits-enfants obèses. Ils vont stocker, ils vont avoir besoin quelque part de réparer quelque chose parce qu'il y a toujours la mémoire de guerre qui plane au-dessus. On va observer chez les petites souris. Les petites souris, on a fait des expériences, elles adorent des petites fleurs roses, voilà, des petites fleurs roses qu'on a données à manger. Et ces petites fleurs roses, ben, à un moment donné, on a fait des expériences, on a mis des petites décharges électriques dessus. Donc, chaque fois qu'elles en mangeaient, cac, la décharge électrique. Eh bien, les petits souriceaux qui sont venus au monde, qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Ben, ils n'ont pas mangé les fleurs. Donc, les générations du dessous se protègent parce qu'il y a des expériences vécues au-dessus. Donc, en réalité, vous n'êtes autre que des intrications des ancêtres qui ont vécu des choses et par protection, qui se sont dit inconsciemment, surtout touche pas aux petites fleurs. Alors, ça peut être quoi vos intrications? Surtout, on va pas vers le masculin ou le féminin, parce que c'est dangereux. Moi, j'ai vécu des choses, c'est dangereux de faire ça. Surtout, fais bien de la masse, continue à faire des cancers, ça va te protéger. C'est binaire, hein, je vous dis, hein, c'est très binaire. Surtout, ne fais pas tel métier, c'est dangereux pour toi. Oui, mais ça m'épanouit. Non, non, c'est dangereux. Moi, je l'ai fait, j'ai fait faillite. Donc, c'est comme ça qu'on va entrer en relation avec des résonances et des vibrations. Et c'est comme ça qu'on arrive aux constellations. Et moi, je trouve beau d'appeler ça, cette âme constellation de poussière d'étoiles, parce qu'en réalité, on est autre que du même composant que les étoiles. Exactement à l'identique, on est composé des mêmes atomes. Notre corps, c'est des étoiles. Et de se dire les constellations du haut, en fait, c'est les constellations du bas. Ce qu'on regarde dans le ciel avec les étoiles, c'est nous aussi. Les planètes, les astres, tout ça vibre à la même fréquence que nous, et c'est juste du macrocosme au microcosme, on est le plus petit et le plus grand. Et donc, Bert Hellinger a employé ce terme constellation, qui est un raccourci finalement de la bonne expression qui serait en réalité poser une famille dans un espace. Ça veut dire que quand vous regardez les constellations du dessus et que vous faites un thème astral, vous prenez une photo du ciel, pac, vous avez ça sur des thèmes astraux aujourd'hui, sur des logiciels, mais en réalité, on prend une photo de la famille et pac, on vient la poser dans le champ, exactement de la même façon. Et donc, c'est de se dire, je vais poser la famille ou la situation dans un espace. C'est un peu comme finalement les étoiles en haut. Et donc, dans ce champ, dans cet espace de travail, on vient poser une situation, on vient la consteller. Et donc, c'est ça une constellation, ce terme de poser quelque chose. Quand on regarde les étoiles, on les voit dans le ciel. On pose son regard sur les étoiles. Et là, on va poser son regard sur les étoiles que vous êtes. Donc, ça veut dire sur la constellation humaine. Qu'est-ce qui va se passer en pratique par rapport à ça? Donc, le facilitateur, le constellateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, va demander à la personne qui est constellée qu'est-ce qu'elle veut consteller, combien de personnes se trouvent dans cette constellation, ou d'énergie, hein, on parle d'esprit, hein. On peut consteller l'esprit de la maladie, consteller l'esprit du déménagement, consteller l'esprit d'un défunt, on peut consteller tout ce qu'on souhaite en réalité, et on va poser cette problématique, et la première phase, c'est l'observation. On va vraiment imaginer de se dire, ok, là j'observe ce que le champ me montre. Tiens, pourquoi eux deux sont rapprochés? Pourquoi eux deux n'arrivent pas à se regarder? Pourquoi est-ce que la maladie, elle va vers cet ancêtre-là et pas vers moi alors que c'est moi qui l'ai? Pourquoi est-ce que quelqu'un se couche au sol? Pourquoi est-ce que telle personne se sent plus petite, rabaissée, a besoin de s'asseoir? Donc, on va demander aux participants de se laisser vivre totalement dans leur ressenti, de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire avec leur corps, s'ils ont envie de bouger, de ressentir une émotion.
Et on va simplement dans l'observation. Et c'est au constellateur de détecter tous les petits phénomènes qui vont se passer dans le langage non verbal. Tous les petits détails du corps vont être importants. Comment il se positionne, quel est le langage qui va découler de ça, comment est-ce que les pieds se mettent, comment les regards se posent, comment la personne est dans son énergie, s'il a une énergie qui descend, une énergie qui monte. Tout ça, ça va être notre rôle de constellateur, de bien et sans interpréter, s'il vous plaît, sans aucune interprétation, parce que l'énergie est intelligente et on fait confiance au champ qui se fait. Nous, on ne sait rien. Enfin, moi, j'ai toujours, j'ai cette humilité de dire, voilà, je ne sais rien, je suis un bébé des constellations. C'est la constellation qui me montre ce qui se passe. Aucune interprétation, ça veut dire qu'on ne va pas commencer à imaginer n'importe quoi avec notre mental et laisser le Wistiti mental continuer son travail. On va juste être dans une position juste qui va être, tiens, tu as vu comment ils se sont positionnés, ça fait quoi à quoi ça pour toi? Parce que le constellé observe ça. Tiens, tu as vu comment est-ce que papa et maman se sont éloignés? Qu'est-ce que ça fait chez toi? Ben oui, c'est tout à fait ça. Pour l'instant, vit un éloignement. OK. Ça, c'est juste. Et c'est la bonne manière de poser les questions. C'est pas de dire, ah, tu as vu, tes parents se sont éloignés. Non, on ne sait pas vraiment ce que ça se passe. Et on ne sait pas vraiment ce que l'autre vit. Tiens, tu as vu le fait, là? Le fait, c'est, ben, papa a pris distance de maman. Qu'est-ce qui s'opère chez toi quand papa prend distance de maman? Ben oui, c'est un peu ça pour l'instant. Papa a quitté la maison 2-3 jours et c'est compliqué. OK. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? D'accord. Et comment, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Ben, j'ai jamais dit à mon père que ça m'avait blessé. OK. Tu veux prendre ta place pour le lui dire. Donc, il y a toute une phase d'observation des positionnements de chacun. Il y a toute une phase où on va découvrir le système, où la manière dont il est posé, finalement, va entrer en résonance avec nous. Et puis, il y a une phase de changer, de bouger, où la personne, peut-être elle-même qui est constellée, va pouvoir peut-être reprendre sa place, pouvoir dire les choses, pouvoir bouger, pouvoir aller à la rencontre d'un secret, pouvoir aller à la rencontre d'un esprit quelconque. Et alors là, on va commencer à faire bouger la constellation pour qu'elle soit plus juste. Et c'est comme si dans la carte de l'espace, on pouvait commencer à bouger les étoiles pour dire, tiens, qu'est-ce que ça donne si je mets celle-là à côté de celle-là? Ah, c'est plus joli. Et si je mets cette petite étoile-là qui était tout à fait extérieure, si je la ramène dans une constellation, ah oui, là, c'est juste. Et on va sentir à l'intérieur de soi que c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus positionné, beaucoup plus ancré. Et du coup, ça va vraiment donner une toute autre dynamique à votre vie. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, je vais vous parler un petit peu pour tout doucement aller vers la fin. Hein. Ça, je dis, 1 heure, ça passe très vite en réalité. Hein. De la systémique. Parce que nous, êtres humains, on est un système. On est composé d'ailleurs de systèmes respiratoires, circulatoires, etc. On est un système à nous tout seuls dans un grand système qui sont les êtres humains vivants. Et je ne sais pas si vous savez, mais on a 8 règnes du vivant sur Terre. On vient du règne astral, le règne des étoiles, les constellations. On s'est intégré sur la Terre. On a rencontré le premier règne du vivant, qui est le règne minéral. La Terre, elle est composée de minéraux. Et nous-mêmes, nous sommes composés d'oligo-éléments minéraux. Puis, on a rencontré le règne végétal, avec quelque part la nature, rentre en résonance avec ça. Le règne qu'on a rencontré aussi, c'est l'animal. Hein. Avant tout, on est des mammifères. On a rencontré le règne humain, les autres humains. On a rencontré le règne microbactérioviral, les bactéries. On en a la pandémie, là. On a rencontré le règne du mycélium, donc les champignons et les réseaux. On a aussi rencontré le règne spirituel, qui va faire écho à plus grand que nous. Et là-dedans, en fait, nous, l'être humain, accrochez-vous bien, parce qu'on est le seul règne du vivant, on est le seul à pouvoir nourrir tout le monde et à pouvoir se nourrir de tout le monde. Je peux aussi bien donner à boire à une plante que l'arracher et la couper. Et donc, on doit bien conscientiser à quel point notre règne est essentiel à la Terre, mais notre règne peut être destructeur aussi pour la Terre. En quoi on a une responsabilité, nous l'humain. Et on est le seul règne, le seul à pouvoir, par notre pensée, créer et matérialiser des choses sur la Terre. J'imagine une maison, je la matérialise. Je m'appelle un architecte, etc. Je matérialise ma maison. On est le seul à pouvoir créer ça. C'est juste magnifique en réalité de se dire, nous sommes des êtres créateurs au-delà de tout et nous avons une responsabilité sur tous les règnes du vivant. C'est notre responsabilité de faire en sorte aussi que les animaux de compagnie qu'on a, ils se sentent bien. Notre responsabilité aussi de nous dire, tiens, la planète, là, notre Terre, notre Pachamama, elle ne va pas très bien en ce moment. Qu'est-ce que je fais pour aider ce règne du vivant-là? Qu'est-ce que je fais pour aider la Terre? C'est essentiel en réalité qu'on se pose toutes ces questions puisqu'on est l'être humain, un système dans un système. Et donc, qu'est-ce qu'un système? C'est un ensemble d'éléments organisés en interaction les uns avec les autres. Notre univers est un système.
l'univers solaire, notre Terre est un système, les forêts sont des systèmes, etc. Tout est système avec des sous-systèmes. Pour comprendre un système, il faut le faire bouger. C'est là la clé des constellations familiales, comme je vous disais, c'est de faire bouger la constellation pour mieux la comprendre. Tiens, si je place papa à côté de maman, comme ça fait quoi? Tiens, si je mets ton frère et ta sœur là en relation, ça fait quoi? Et donc, quelque part, l'idée de faire bouger le système pendant la constellation familiale, ça va lui donner un autre corps, une autre consistance. Ça va faire un nouveau système et recréer de nouveaux programmes. Donc ça, c'est le but aussi de la thérapie, c'est de créer finalement un nouveau programme. Alors, le système de la famille, évidemment, c'est un système très complexe. On a notre famille d'origine et puis on a notre famille actuelle. Notre famille d'origine, c'est nous et nos ancêtres. Et notre famille actuelle, c'est celle qu'on va créer. Et généralement, on veut faire l'inverse de notre famille biologique. On se dit juste, ah non, là, papa et maman, ils ont bien foiré, moi, je ne veux pas faire comme eux. Je vais faire l'inverse. J'ai beaucoup, par exemple, de gens qui ont eu des problèmes avec des parents alcooliques, qui disent, moi, c'est plus un verre d'alcool. Je suis en train de regarder une conférence en même temps. C'est possible, merci. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, je vais aussi aller chercher les forces de mes ancêtres pour pouvoir aussi les remettre dans ma famille actuelle. Il y a aussi de très belles choses que vous avez peut-être pu vivre, soit des guérisons, soit on a élevé vos âmes avec amour. Donc, quelque part, ça, c'est important. Alors, le principe de totalité, on va partir du principe qu'une famille, c'est un ensemble. Un bateau, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait une coque, il faut qu'il y ait un mât, il faut qu'il y ait du vent, etc. Tout ça, c'est un tout et un ensemble. Donc, ça ne sert à rien de dire, moi, je vais faire à part de mon système, à part de ma famille, je vais être tout seul. Non, parce que de toute façon, vous allez vivre des intrications avec les membres de votre famille, même si vous ne les voyez plus. On peut dire, oh, mais j'ai pacifié, je ne vois plus mon père. Ben non, en fait, je n'ai pas pacifié avec, tant que je suis toujours en colère contre lui. J'ai pacifié, en fait, avec ma mère, parce que j'ai coupé les ponts et je lui ai dit tout ce que je pensais. Ouais, mais tu es toujours triste quand tu en parles. Donc, en réalité, on va partir du principe de totalité qui s'appuie sur le fait que tout est plus important que la somme des parties qu'il compose. Pour que le bateau il fonctionne bien, c'est un tout. Et donc, de pacifier avec l'ensemble de la famille, c'est important également. Le concept d'homéostasie, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais généralement, quand vous changez, le système d'origine, il n'aime pas. Imaginez, vous allez faire des thérapies, vous commencez à dire non, d'un coup. Mais qui es-tu pour dire non? Jusque-là, tu disais tout le temps oui. Donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absolument vouloir que vous reveniez au système d'origine. Il va absolument vouloir que vous continuiez à faire la même chose, parce que ça, il connaît. Ça s'appelle la zone de confort inconfortable mais connue. Donc, le système qui connaît très bien l'homéostasie va vouloir absolument vous faire revenir dans cette zone de confort inconfortable, mais connue. Et le piège, c'est d'y retourner. C'est-à-dire, OK, là, mon système, l'appartenance que j'y ai, je ne l'ai plus. Je ne suis plus le bon objet de ma maman si j'arrête de m'en occuper. Je suis en difficulté par rapport à ça. Aïe, aïe, aïe. Quel est votre choix? Est-ce que vous allez vous autoriser à vous choisir ou est-ce que vous allez choisir que c'est le système qui va choisir comment vous devez être par rapport à lui? Ah, parfois, il y a peut-être des pertes humaines quand on fait du développement personnel. L'équifinalité, c'est de se dire un problème peut venir de plusieurs causes. Donc, un problème peut venir de plusieurs causes, ça veut dire que dans notre théorie, souvent, on a une conceptualisation linéaire. Ça veut dire quoi? Je rencontre une difficulté ou un problème, je vais le mettre en relation directe avec ce que je vis. Et je vais me dire, ce problème-là, il est à cause de ça et c'est sûr. Mais non, cause karmique, transgénérationnelle, les blessures d'âme. Donc, pour un problème, il y a plusieurs causes possibles. L'intérêt dans une thérapie, c'est de se dire quelle est la première couche de l'oignon que je vais peler. Parce que parfois, il y en a plusieurs. Okay, donc, on peut faire face aussi à deux systèmes similaires et appliquer la même action, et on n'aura aucune garantie de voir le système réagir de la même manière. Le principe d'interaction, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'un individu qui change a du pouvoir de faire changer tous les autres. L'idée, ce n'est pas de se dire je vais changer l'autre, on ne peut jamais changer personne, mais c'est de se dire grâce à mon intervention, les autres vont pouvoir changer. Imaginons maintenant, je commence à avoir un tout type d'intervention avec vous, je vous parle d'un sujet qui n'est pas du tout adapté ce soir, quelque part, mon interaction va faire en sorte que tout le monde va quitter ce Zoom. Si je commence à vous parler du football, peut-être qu'ils vont rester, mais il y en a peut-être qui vont partir en disant ce n'était pas ça le sujet. Et donc, mon interaction va avoir du pouvoir sur vous. Si aujourd'hui, je veux clôturer mon Zoom, j'ai deux solutions. Soit je peux vous dire j'arrête, ou soit je peux vous dire ok, je vais parler d'autre chose. Ça ne va plus vous intéresser, vous allez partir.
Mais j'ai du pouvoir sur vous quelque part. Donc, n'oubliez jamais que vous avez du pouvoir sur l'ensemble de votre système. Non pas en voulant faire changer l'autre, mais en changeant votre réalité, les autres vont automatiquement changer la leur. Alors, c'est intéressant de savoir qui a le problème dans l'histoire. Souvent, les gens viennent en thérapie me consulter en me disant « Je viens parce que j'ai un gros problème et mon problème, c'est mon compagnon. C'est lui. Il a vraiment le problème. » Je dis « Ok, mais qui est en face de moi là ?» Bah, c'est toi. Si je suis poursuivie avec par un fou qui a un couteau dans les bois, qui a le problème? Le fou parce qu'il est fou ou vous? Bah là, sur le coup, c'est vous. Donc, quelque part, c'est intéressant de savoir, OK, dans le problème de l'autre qui est fou, quelle est ma place et quel est mon devoir par rapport à ce problème? Je ne vais pas vouloir faire changer l'autre, mais comment moi je peux faire avec ça? Bah, je peux m'encourir, je peux aussi prendre un couteau, j'ai plein de solutions. Donc, quelque part, intéressant de se dire, pourquoi je pointe toujours l'autre par rapport à mes problèmes? En quoi l'autre a cette vibration qui va faire en sorte que ça va venir en vibration avec moi dans ma résonance et comment mes vibrations vont pouvoir venir se rencontrer. Si je vibre à un niveau plus haut, si je remets de l'amour dans la situation, la vibration du bas, elle n'a plus aucune raison de venir me rencontrer. Hein. Alors, les neurones miroirs, les Risolati, ça c'est encore un autre grand nom des constellations familiales. Lui, il a introduit la notion de neurones miroirs. Et il s'est dit, on rentre tous en relation les uns avec les autres. L'autre n'est que le miroir de moi-même. Par exemple, vous avez tous un avis différent sur ce Zoom ce soir. Bien sûr, la plupart d'entre vous penseront qu'il est génial. Mais il y en a peut-être qui vont se dire, bon, et c'est OK en réalité, c'est juste une question de neurones miroirs, c'est une question de résonance. Et je pourrais comprendre que certains me disent, bah, c'est violent en fait ton discours, ça veut dire que l'autre n'existe pas. Ben non, l'autre n'existe pas. L'autre, il est juste en relation avec qui je suis. Vous avez tous un regard différent sur moi aujourd'hui, ce soir, et c'est normal. C'est dans votre histoire que ça va vibrer ou pas. Vous êtes libre de me dire, moi, ça ne m'a pas parlé, mais dans votre histoire, ça ne vous a pas parlé. Mais il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'était génial, ça m'a parlé à fond, et c'est OK. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste une question de vibration. Qu'est-ce qui fait que dans la vibration que j'ai expliquée ce soir, vous vous êtes senti peut-être en blessure ou en difficulté? Qu'est-ce qui a résonné en vous? Donc l'autre n'est qu'un miroir de nous. C'est aussi notre manière de le regarder qui va faire en sorte que l'autre va exister. Je prends un exemple bien, l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, on a pris une classe avec des enfants à QI égal, hein, donc ils étaient tous dans la même trame énergétique, etc. QI égal, famille, enfin voilà. On ne va pas faire de grosses différences en tout cas. On a séparé la classe en deux. D'un côté, on a valorisé à fond cette partie de classe. C'est bien, génial. On les a vus comme des gens potentiellement capables de réussir. De l'autre côté, on a dévalorisé les gens. Ben, vous savez quoi? Tous les enfants valorisés ont réussi, tous les enfants dévalorisés ont échoué. Imaginez, à l'intérieur de vous, vous avez de l'eau. Et vous avez des cellules qui créent des choses. Et vous avez une mémoire en lien avec cette eau. Vous avez peut-être fait déjà d'expériences avec du riz. Vous prenez un bol de riz, vous prenez la moitié du riz, et vous envoyez des mots d'amour à ce riz. Vous envoyez vraiment tous les mots d'amour à ce riz. Et de l'autre côté, vous envoyez des mots de haine. Ben, vous savez quoi? Le riz qui a été nourri de mots d'amour, eh ben, il est tout beau, tout blanc. Et l'autre riz qui a été nourri avec des mots de haine, ben, il est tout noir et pourri. Eh ouais. Donc, quelque part, intéressant, qui parmi vous s'envoie des mots d'amour réguliers? Qui parmi vous s'autorise à se dire ouais, je suis belle aujourd'hui, je me sens bien, je suis accomplie, c'est génial, je m'envoie des mots d'amour à mon riz. Bah, si on fait un peu le tour, je pense qu'il y a plus de riz noir que de riz blanc. Et c'est très difficile du coup de se faire des mots d'amour parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué à une société élitiste qui va nous pousser à du rouge et du vert à l'école. On est habitué à comparer. Comparaison égale poison. On est habitué à ce système où on est individualiste. Or, si je guéris, tu guéris. Si je te fais du bien à toi et que je t'apporte du bonheur dans ta vie, je m'apporte du bonheur. On a juste oublié qu'on était ce système et que les neurones miroirs fonctionnaient. Et donc, le premier blocage qui va se créer au niveau des neurones miroirs, c'est l'autonomie. C'est ce qu'on va vivre en tant qu'enfant. La première chose, c'est la confiance en soi. Elle est basée sur la sécurité que j'ai à me sentir autonome et à réaliser quelque chose par moi-même. Ça, c'est le premier blocage. Est-ce que je suis assez sûre de moi? Est-ce que je suis assez autonome pour le faire? Est-ce que je me sens en sécurité? Et généralement, ça, c'est donné par la maman. La maman qui, quand elle te voit, te dit « Ouais, c'est bien mon enfant, vas-y, marche, je te pousse un peu, mais tu sais le faire. Tu es capable. » C'est génial. Ça rentre en relation avec le neurone miroir. « Ouais, super.
je vais me sentir valorisée, je vais réussir. Donc ça, c'est un premier blocage dissociatif entre les sensations d'autonomie que j'ai et la relation que j'ai. Le deuxième blocage, c'est le corps et la tête. Parfois, mon corps, il dit quelque chose, ne le fais pas, non, n'y va pas, kick. Et parfois, notre tête, elle dit autre chose. Non, mais allez, sois raisonnable, vas-y. Quitte ce travail, ah, j'y vais pas, j'y vais avec des pieds de plomb. Et même ma tête, elle me dit sécurité matérielle et vas-y. Donc, on va vivre comme ça des blocages. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est complètement bloqué. On n'écoute plus du tout notre corps. Or, c'est notre meilleur ami. Et c'est par lui que tout va s'imprimer si jamais ça, c'est pas résolu. Donc, ce que je pense devient ce que je sens, devient ce que je fais à l'extérieur. Et attention à ce blocage intérieur du corps et de la tête. Oui, on va être parfois dans des gestes automatiques et des gestes spontanés. Parfois, on est en mode automatique. Quand, par exemple, quand on a des addictions. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce tic et ce toc. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir des gestes automatiques. Et parfois, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées automatiques. Je pense toujours la même chose. Je pense que tous les gens sont. Je pense que c'est toujours le même. Je vais avoir des pensées automatiques. Donc, l'idée d'une thérapie, c'est aussi de sortir du mode automatique, reprendre le mode manuel, reprendre l'essence de sa vie et de se dire, voilà, je suis un être avec des gestes spontanés, avec des gestes manuels, où je peux reprendre le contrôle là-dessus, et c'est possible. Ça va jusque-là? Il nous reste deux, trois petits trucs à voir, ok? Alors, les lois qui vont gouverner les systèmes familiaux. Une famille, c'est donc un champ d'énergie. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Et Anne Ancelin Strasberger, je ne sais pas si je le dis bien, paix à elle, eh bien, elle a travaillé sur le concept du transgénérationnel. Transgénérationnel, ça signifie au travers des générations. Et par rapport à ça, en réalité, prendre conscience de son arbre et de ce qui s'est opéré, eh bien, ça va me faire prendre conscience de qui je suis, de travailler sur mes descendants, de travailler sur ma généalogie, et se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes ancêtres pour qu'aujourd'hui, ça vibre de cette manière? Donc, ça va parler peut-être d'abandon, de guerre, de meurtre, de faillite, etc. Je vous passe les joyeusetés de l'aspect transgénérationnel. Mais ce que je peux vous proposer, peut-être pour terminer, c'est cet exercice d'arbre minute. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez des feuilles. Est-ce que tout le monde a des feuilles? Oui? Alors, je vous invite à aller chercher une petite feuille et on va faire un exercice ensemble, si vous voulez bien. On va faire un petit exercice ensemble. OK? Donc, j'arrête mon partage d'écran et je vous retrouve. Je fais mon exercice et puis je lis vos commentaires. Tout le monde a sa feuille. C'est parti. Yes? C'est intéressant de le faire avec moi ce soir, hein, cet exercice pour clôturer en beauté. Tout le monde a sa feuille? Attends, ils veulent des feuilles. Des petits bics ici, si vous voulez. Ils veulent dessiner son mec à rôle. Alors, on va faire l'exercice de l'arbre minute. Il nous vient d'Edouard et Judith Van Den Bogart qui ont écrit un super livre qui s'appelle simplement Psychogénéalogie. Alors, vous avez exactement 1 minute, et ça va vite 1 minute, et je vais vous mettre la pression, pour pouvoir dessiner votre arbre généalogique ou celui que vous pensez. Alors, ça peut être des cœurs, ça peut être des formes, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut vraiment être un arbre minute original, mais vous pouvez aussi le faire de manière très traditionnelle. Hein, donc c'est parti. Il est 9, à 10, on arrête. Dessinez-moi, sans consigne aucune, votre arbre généalogique très très vite. Et allez vite parce que vous devez être sûr de rien oublier. Hein. Donc, essayez de penser à tout le monde, c'est important. Vous avez exactement 1 minute. Maintenant, il ne reste plus que 40 secondes pour dessiner votre arbre généalogique minute. Donc, je vous invite à vraiment bien vous pencher sur votre arbre minute. C'est important. N'oubliez surtout personne. Essayez de ne rien oublier. Tout le monde est important. Donc, pensez surtout bien à tout le monde. Il vous reste exactement 20 secondes. Vite, 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 parce que ça va vite. On oublie des gens. Je suis sûre que vous oubliez des gens là. Ok, 10 secondes. Attention, c'est parti. Hein. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, stop, c'est fini. Il est 10. Alors, je vous repartage mon écran. Voilà. Alors, ce que ça donne, c'est ça. Donc, petit exercice bien sympathique. Quelques pistes de réflexion. Est-ce que vous êtes défilé? Il y en a, ils ne se défilent pas. Ils s'oublient. Est-ce que vous vous êtes mis dans votre arbre minute? C'est intéressant parce que si vous vous êtes oublié,
Souvent, ça parle de votre place dans votre famille. Est-ce que vous avez placé votre sens de feuille en longueur ou en hauteur? En longueur, vous recherchez à mieux vous entendre avec les autres. C'est comme si tout le monde devait être égal. En hauteur, vous recherchez la lumière du sens et les ancêtres, c'est important, et les enfants, c'est important, et l'ordre, c'est important. Par qui avez-vous commencé? Papa, maman, vous, les enfants? À qui vous donnez le plus d'importance? Je commence par celui que j'ai donné le plus d'importance. Quand je dis stop, est-ce qu'il y en a, ils ont continué? Alors, s'ils ont continué, je dirais, quel est votre rapport à l'autorité? Notamment à votre papa. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de dire à l'autorité, je m'en fous, je continue? C'est intéressant si on n'a pas stoppé au moment où j'ai dit stop. Hein. Quel est le souci avec le cadre, avec le père, avec l'autorité? Est-ce que vos bulles, vous avez dessiné peut-être des bulles, vous avez symbolisé le masculin et le féminin, ou tout le monde il est pareil? Si tout le monde il est pareil, peut-être interrogez-vous sur peut-être les hommes c'est des femmes et les femmes c'est des hommes, on a cette énergie où on doit être les deux. Peut-être. Est-ce que vous avez placé les prénoms ou les noms de famille? Les prénoms, ça va être l'essence. L'essence, c'est qui je suis comme individu dans ma famille. Le prénom, c'est important parce que je suis un individu dans ma famille. Est-ce que vous avez placé les noms de famille? Les noms de famille, ça va être le clan. Le clan, ça va être quelque part, je dois appartenir à ce clan-là. Et c'est important pour mon clan. Mon clan, c'est mon nom de famille. C'est important d'appartenir à mon clan. Alors, quelles sont les places dans la famille? Est-ce que, par exemple, si vous avez dessiné des fratries, imaginons, j'ai 2 sœurs, un frère, est-ce que vous les avez dessinés dans un ordre précis? Et est-ce que vous avez représenté les fausses couches et les IVG? Et ça va être important dans un arbre généalogique aussi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ordre, c'est important. Et les places de chacun sont importantes. Par exemple, dans une famille recomposée, imaginez bien que si vous avez, par exemple, je suis maman, j'ai un enfant, mon compagnon a un enfant, ils sont tous les deux le premier, mais pensez bien que quand ils vont se rencontrer, ça va être coucou, t'es le premier, toi? Moi aussi, hein, on en parle? Ok? Donc, il va y avoir peut-être une rivalité de place. La place dans une famille, surtout chez les frères et sœurs, je ne sais pas si vous en avez, moi, on m'a épargné de ça, j'ai un jumeau perdu, mais voilà. La place chez les frères et sœurs, c'est super important. Et lui, là, la fausse couche, là, moi, on me demande d'être à cette place-là, mais c'est pas juste. Et puis là, la famille recomposée, là, elle arrive avec ses 2 enfants, là, les 2 premiers, puis moi, j'étais premier, je passe au 3e, c'est quoi cette histoire? Donc, l'ordre et la place sont importants. Donc, les premiers, c'est ce qu'on appelle les dévoués, dévoués aux parents. Les deuxièmes, c'est les chevaliers, ils vont, ils viennent. Les troisièmes, eh bien, c'est les petits foufous de la bande. Puis les quatrièmes, ils reviennent au rôle de premier, et ainsi de suite. OK? Donc ça, super intéressant aussi, hein, l'ordre. Donc, voilà un petit peu par rapport à ce qui peut être mis en lumière. Moi, j'aime bien aussi parler des bulles. Par exemple, si vous avez dessiné des bulles, hein, papa, maman, il y en a peut-être une qui est ouverte un peu. Tiens, vers qui l'énergie, elle va? Il y en a peut-être où la bulle va chez l'autre. C'est intéressant. Il y en a peut-être, ils ont fait des flèches qui descendent ou ça se croise. On dirait que ça fait un sens comme ça. Il y en a peut-être parmi vous qui ont dessiné des symboles, qui ont mis des couleurs. Tout ça a une importance aussi dans votre arbre minute. Donc voilà un petit peu un petit exercice que j'aime beaucoup proposer. Et en 1 minute, votre inconscient a posé déjà une constellation. A déjà fait un petit exercice de constellation par rapport à ce qui s'est opéré. Donc voilà, moi, ce soir, ce que je voulais vous présenter. 1 heure, c'est très court pour vous parler du grand domaine des constellations. Donc les constellations familiales, les poussières d'étoiles, donc moi, je peux vous proposer soit 5 jours qui vont discuter un peu de tout ça, on va faire des exercices, on va faire des constellations pour devenir constellateur individuel, donc ça, c'est vraiment la base, et on va faire du positionnement perceptuel. Le positionnement perceptuel, c'est quand je reçois quelqu'un à la maison, c'est la personne qui elle-même va prendre la place de l'un et de l'autre pour observer une autre vision. Par exemple, ça va être, je suis constellée et je constelle papa et maman et moi, parce que j'ai envie de consteller ce système, mais je vais pouvoir moi-même prendre la place de mon père et la place de ma mère. C'est pas confortable de prendre la place de quelqu'un avec qui on est en conflit, mais ça éclaire. Donc ça, c'est des positionnements perceptuels. Ou alors, on peut faire aussi 21 jours, ce thème poussière d'étoiles, qui là va vous aider à devenir constellateur de groupe. Donc là, c'est pour apprendre à gérer des groupes. Donc, il y a de la gestion de groupe, il y a toutes des techniques, c'est super intéressant. Et vous avez aussi la possibilité de faire soit des constellations individuelles,
avec moi ou avec d'autres constellateurs, hein. Il y en a tout plein qui sont géniaux. Enfin, je peux vous renseigner plein de gens qui font des constellations. C'est magnifique comme outil. Ça. Pour moi, c'est un outil de développement personnel. Waouh, c'est juste génial. Ou alors, on fait des constellations de groupe. Donc, moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle Poussière d'étoiles, la pratique, où là, on peut se réunir. Donc, je fais des réunions une fois par mois en moyenne, une soirée. Et comment je procède? C'est que sur une soirée, il y a une dizaine de personnes qui sont présentes pour faire représentants, observateurs ou pour faire aussi une constellation pour eux. Je fais une méditation avec tout le monde et à la fin de cette méditation, j'ai un outil bien spécifique de méditation qui permet de parler à l'âme et de dire voilà, si l'âme est prête, ben, elle peut lever sa main pour consteller. Généralement, il y a 2, 3, 4 mains qui se lèvent. Et je choisis donc 2 mains, les 2 premières à s'être levées, pour être juste avec la constellation. Et au niveau du prix, qu'est-ce que je fais? Je pose 50 € parce que c'est le prix d'un atelier chez VIP, mais vous pouvez payer en conscience. Ça veut dire que vous n'avez pas constellé ou cette constellation, finalement, vous avez juste été dans l'observation, mais vous voulez quand même mettre 50 € parce que ça vous a parlé, vous le faites, mais vous n'êtes pas obligé. Ou vous avez constellé, vous vous dites, tiens, moi, on a passé vraiment une grosse partie sur ma constellation, je vais mettre un peu plus, vous pouvez. Donc, c'est aussi des prix en conscience, ce qui veut dire que vous n'êtes jamais arnaqué quelque part parce que vous payez juste ce qui vous semble juste à vous. Et tout sera toujours juste, en fait, dans les constellations. Donc, moi, j'ai aucun souci avec le fait qu'on me dise, bah, cette soirée-ci, je ne mets pas dans ta boîte, donc moi, j'ai une boîte, je la place et puis je m'en vais. Comme ça, je dis, tout est juste et je ne sais pas qui a mis quoi. Mais c'est vous, avec votre loup, j'ai envie de dire, voilà, qui pouvez placer cet argent ou pas dans cette boîte. C'est vraiment au choix. Donc ça s'appelle Poussière d'étoiles, le groupe.